Et yop tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la correction du DS d'algèbre. Donc cette partie était un petit peu plus tricky que la partie 1 qui était, comme je l'avais dit, un peu un speedrun. Donc ça c'est tout simplement de l'optimisation de racines, de localisation de racines. Ça porte sur le module des racines. Vous allez voir le petit théorème qu'on va élaborer au fur et à mesure des questions. Ça va être assez intéressant. Donc on commence par un polynôme unitaire du coup, à coefficient réel. Ok, et donc ça se présente sous cette forme. Et on doit montrer que si z est une racine de p et que son module est plus grand que 1, alors ce truc là est vérifié. Donc là on prend la définition, hein, on part de la définition de z, de p pardon. Et du coup on a ce truc là est égal à 0. Et ensuite du coup on peut passer la somme de l'autre côté et appliquer le module. Okay. Et après l'avantage de ça c'est qu'on peut utiliser l'inégalité triangulaire, puisque la valeur absolue des sommes c'est plus petit que la somme des valeurs absolues. Et ensuite comme on sait que m c'est le maximum des valeurs absolues des nombres, du coup chaque AK est plus petit que m et du coup la somme aussi est plus petit que m. Et enfin petite dernière précision, on a le module de z qui est strictement plus grand que 1. Du coup on peut appliquer la somme géométrique et on se retrouve avec ça. Voilà, donc on a bien montré la première inégalité. Et ensuite pour la deuxième inégalité, il suffit de passer le z-1 de l'autre côté, en justifiant que comme z, le module de z est plus grand que 1, le z-1 c'est plus grand que 0, et du coup ça change pas l'inégalité. Et on se retrouve avec l'inégalité souhaitée. Donc ensuite ça, il va falloir l'utiliser dans la question plus tard. Question 6 ensuite, on pose f de r, déterminer l'unique réel 0, r0 tel que f' de r0 égale 0. Donc là classique, on a une fonction dérivable polynomiale. Donc on dérive comme un bouffon et on tombe sur une petite forme, on factorise évidemment, et on tombe sur une petite fonction linéaire ici. Donc c'est facile, on va devoir du coup, on va voir que ça, c'est toujours, ça s'annule en une seule fois, et surtout ça change de signe. Donc c'est à dire qu'au début ça vaut un truc négatif, ensuite ça s'annule et ensuite ça vaut un truc positif. Donc ça veut dire que notre fonction elle va descendre, elle va atteindre un minimum et ensuite elle va monter strictement tout le temps. Et du coup pour trouver R0, voilà, il suffit juste de trouver quand est-ce que cette fonction linéaire s'annule et on obtient un petit truc comme ça. Donc déjà on va pouvoir remarquer 2-3 petits trucs. C'est que cette racine ici, ça va nous servir dans les questions plus tard, hein. Cette racine ici elle est un petit peu plus petite que m plus 1, puisqu'on a p sur p plus 1, donc ça c'est un petit peu plus petit que 1, donc du coup c'est voilà. Et c'est un peu plus petit que m plus 1, et par rapport à 1, ça c'est la question B, si je dis pas de conneries. Ah non pas du tout, c'est encore la question A. Donc dans la question A, on compare R0 à 1, donc classique, on fait -1, et puis on tombe sur ce truc. Et du coup ensuite ça c'est pratique de l'écrire. C'est-à-dire que là on se laisse pas, même si là on a la réponse, c'est utile vraiment d'écrire à quoi correspond chaque truc. Genre quand P, M plus petit que 1, donc en gros M plus petit que 1 sur P. On a R0 plus petit que 1, et quand il est strictement plus grand que 1 sur P, R0 est strictement plus grand que 1. Ok. Comme ça on fait pas d'erreur, on se laisse pas juste sur ça. De toute façon en même temps la question c'est en fonction des positions de M et de 1 sur P. Donc pour répondre à la question on se met ici. Je parle beaucoup je trouve, tout ça sera supprimé. Voilà. Et ensuite, assez intéressant, n'hésitez pas à faire un petit dessin. Moi je vous conseille de faire un petit dessin quand vous voyez des fonctions. Pour voir le comportement. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc en 0, c'est bien aussi de calculer les valeurs particulières. En 0, on voit que ça va faire m. Ensuite ça va descendre en un minimum et ça va monter en plus infini. Donc là du coup on va en avoir tout ça, on va en avoir besoin pour les questions d'après. Question d'après, tac, c'est ici. On suppose que m est plus petit ou égal à 1 sur p. Donc là du coup direct on voit m plus petit ou égal à 1 sur p. C'est-à-dire que R0 plus petit ou égal à 1. Du coup,
Donc on écrit ça, et l'avantage c'est que on doit déterminer le signe de f pour r plus grand que 1. Donc comme r est plus grand que 1 et que 1 est lui-même plus grand que r0, bah r est plus grand que r0. Et du coup, c'est-à-dire que d'après notre même tableau de variation ici, la fonction est strictement croissante. Du coup c'est intéressant parce que on a r qui est plus grand strictement que 1. On a r qui est strictement plus grand que 1. Et du coup par croissance stricte de f, ça veut dire que f de r est strictement plus grand que f de 1. Et du coup on a f de r qui est strictement plus grand que 0. Pareil, intéressant de noter la valeur particulière de f en 1 qui est 0. Là du coup, attention, il faut bien justifier le signe strict, la croissance stricte, parce qu'on va en avoir besoin pour les questions d'après pour pouvoir déduire des absurdités. Il faut pas que ça soit plus petit ou égal, il faut que ça soit vraiment strictement plus petit. Donc après même chose, hein, question C, pour m plus grand que 1 sur p, donc r0 plus grand que 1, on a r qui est plus grand ou égal à m plus 1. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, on remarque que r0, il est légèrement plus petit que m plus 1. C'est ce que je notais ici. R0 est d'ailleurs strictement plus petit que m plus 1. Et du coup, ça veut dire que, comme r est lui-même plus grand ou égal à m plus 1, donc du coup, r est strictement plus grand que r0. Donc même chose que tout à l'heure, ça veut dire que là, on est dans le cas, on est dans la partie où f est strictement croissante. Et du coup, on peut écrire que f de m plus 1... c'est plus petit ou égal à f de r, ce qui veut dire que m est plus petit ou égal à f de r. Donc ça c'est vraiment que des valeurs particulières à calculer, hein. Vraiment vous pouvez tester par vous-même, mais en gros il y a 3 valeurs particulières à tester, c'est 0, f de 1 et f de m. Voilà, ça c'est les 3 valeurs qui vont nous intéresser. Et du coup, ensuite il faut juste justifier que, encore une fois, le signe est strict, en disant que du coup m, il est plus grand strictement qu'un nombre qui est positif, et du coup il est lui-même strictement positif. Voilà, donc du coup, si je résume nos deux questions, on a, dans les deux cas, on a f de r qui est strictement positive. Et du coup ça va nous servir pour la question 7. Donc la question 7 elle est intéressante, donc c'est cette question qui permet d'optimiser la recherche de racines. C'est intéressant parce que regardez, quand m est plus petit ou égal à 1 sur p, on sait que toutes les racines ont un module inférieur ou égal à 1. Donc c'est pratique quand on recherche des racines, puisqu'on n'a pas besoin de chercher en dehors du cercle unité. Donc c'est assez carré. Donc comment on fait pour avoir ça? Bon bah de toute façon c'est indiqué, il faut utiliser les questions 5 et 6. Donc premièrement on a m plus petit ou égal à 1 sur p. Donc question 6, ça veut dire que f de r est strictement plus grand que 0. Et on voit le m plus petit ou égal à 1 sur p, et du coup on se dit peut-être que ça serait bien d'utiliser la question 6, à savoir f de r est strictement positif pour r plus grand que 1. Donc ce qu'on va faire c'est que on va utiliser un petit absurde. Donc l'avantage de l'absurde ici c'est que on peut du coup, on veut montrer que R ont un module, les racines ont un module inférieur ou égal à 1. Donc en supposant par l'absurde qu'elles sont strictement supérieures à 1, on peut utiliser la question 6. On peut utiliser la question 6b. Et c'est ça l'avantage de l'absurde, c'est que on se rajoute des hypothèses. Et du coup on peut utiliser plus de choses, et ensuite il suffit juste de trouver une absurdité, il suffit juste de trouver une seule absurdité et c'est bon, on a gagné. Donc c'est pour ça que l'absurde c'est souvent recommandé, surtout en algèbre. Donc en supposant par l'absurde qu'on a ça, du coup comme j'ai dit on utilise la question B qui nous dit que f de R c'est plus grand que 0. Et l'avantage c'est que en question 5 on a montré que f de valeur absolue de z0 c'était plus petit ou égal à z0, puisque c'était, rappelez-vous, puisque c'était pour z, pour le module z strictement plus grand que 1. Donc là ça tombe bien, puisqu'on a un module z qui est strictement plus grand que 1, donc on peut utiliser la question 5,
Et on peut utiliser la question 6. Et du coup c'est vraiment pour ça qu'il faut faire un absurde. Direct dès qu'on voit ça, on sait qu'il va falloir supposer que R est plus grand que 1 pour pouvoir établir une absurdité. Donc là l'absurdité elle est simple, puisqu'on a à la fois un signe strict et un signe négatif large, et du coup c'est absurde. Voilà. Non pardon, ça c'était la question A. Et donc pour la question B, de toute façon c'est la même chose. Pareil, il faut pouvoir utiliser les hypothèses qu'on a démontrées, donc on va supposer par l'absurde que on a R qui est strictement plus grand que qui est plus grand ou égal pardon à M plus 1. Et du coup on peut utiliser question 6 qui nous dit que c'est strictement positif et question 5 qui nous dit que c'est plus petit ou égal à 0. Voilà. Donc assez intéressant. Et ensuite du coup la suite des questions ça va juste être l'application de ce truc là. Donc c'est assez classique. Puisque là il faut juste déterminer M. Donc là on voit bien que M c'est 1 sur P. Tous les coefficients sont égaux à 1 sur P, donc le maximum c'est 1 sur P. Et du coup on se place dans la question A, donc M plus petit ou égal à 1 sur P. Du coup ça veut dire que toutes les racines sont inférieures ou égales, leur module est inférieur ou égal à 1. Voilà. Et ensuite la question B, c'était juste, en fait on remarque que P de 1 c'est égal à 0. Donc il faut juste dire que le plus petit ou égal est important. C'est-à-dire que c'est pas un plus petit strict, c'est vraiment un plus petit ou égal. C'est vraiment le cas d'égalité peut être vérifié. Donc voilà. Et ensuite question 9. Question 9, pareil, M ici c'est 1. Donc c'est strictement plus grand que 1 sur P. Donc ça veut dire que le module est strictement inférieur à 1 plus 1, à savoir 2. Voilà. Question B, un petit peu de calcul. Donc là, ce genre de question, faut pas perdre trop de temps dessus parce que c'est vraiment du calcul. Donc si on voit pas la strat, ça va être compliqué, comme la question 10. En gros, c'est pas vraiment une strat à trouver, mais c'est plutôt que on peut vite se perdre on peut vite faire des erreurs d'inattention et tout. Donc il faut essayer d'être méthodique et de pas perdre trop de temps sur ce genre de questions. Donc d'un côté, moi je recommande, on a une équivalence à montrer. Donc en gros, c'est bien de commencer un peu à calculer si Z est racine de P, et ensuite commencer un peu à calculer Z' racine de Q. Et ensuite, du coup, c'est plus facile de voir un lien entre les deux. Donc quand, là comme je l'ai écrit, quand Z est racine, on a égalité entre ça et ça. Et de l'autre côté, Q de Z' c'est ce truc là. Du coup, ensuite on va pouvoir faire que des équivalences. Là je trouve que c'est plus smart de procéder directement par équivalence plutôt que de montrer une double implication parce que ça serait une perte de temps. Donc Q de Z' est égal à 0, ça veut dire que ce truc là est égal à 0. Ensuite il suffit de multiplier par Z puissance P, de manipuler un petit peu les divisions. Et on se retrouve bien avec Z puissance P est égal à Z puissance P moins 1 sur Z moins 1. Et comme on l'a montré ici, c'est équivalent à P de Z égale 0. Voilà. Et du coup, attends, j'ai juste pas... Et du coup, j'ai juste pas précisé, mais tous les calculs ici, c'est crucial au début de montrer que... d'exclure des trucs qui seraient chiants. Alors ici... Quel truc pourrait être chiant? Bah déjà on voit que Z' égale 1 sur Z. Donc déjà il faut que Z soit différent de 0. Donc on montre tout simplement que la solution Z égale 0 ne marche pas. Et ensuite qu'est-ce qui pourrait être chiant? Bah là on a des sommes géométriques. Donc il faudrait éviter si possible que Z soit égal à 1. Donc il faut juste montrer que Z différent de 1. En calculant P de 1. Et du coup par la même occasion, comme Z est différent de 1, bah, ça veut dire que Z' est aussi différent de 1. Et du coup c'est parfait, on peut faire tous nos calculs. Et ça c'est vraiment crucial de le faire dès le début parce que sinon, après on va s'emmerder la vie. Et puis on ne pourra pas progresser. Et ensuite la dernière petite question de la 9, c'est une double inégalité. Donc comme on a montré tout à l'heure, les racines de P elles sont de module plus petit que 2. Et ensuite on sent bien qu'il va falloir utiliser la question B. Et comme par hasard, là on a Z' égale 1 sur Z et là on a 1 demi de. Donc on sent bien qu'il va falloir utiliser en gros le Q.
le polynôme Q, pour montrer que le module des racines de P est plus grand que 1,5. Donc pour ça, on applique du coup le théorème qu'on avait montré question 7 à Q. Donc on en déduit que toutes les racines de Q, elles sont de module plus petit que 2. Et ensuite, avec l'implication qu'on a démontré à question B, on a déduit que 1 sur Z0', le module de ça, c'est plus grand que 1,5. Et du coup, ça veut dire que Z0 est plus grand que 1,5. Et voilà. Et du coup, c'est nickel. On a notre petit encadrement.